Pour celles et ceux qui souhaiteront reprendre prochainement la plongée, une fois les mesures d'interdiction levées, vous devrez vous assurer que votre état de santé est compatible et adopter des mesures d'hygiène et des gestes barrières stricts. La Société belge de médecine hyperbare et subaquatique, SBMHS, indique le risque de surpression pulmonaire, de défaillance cardiaque et barre-oblique-OUDAD est accru pour les personnes ayant été hospitalisées pour des raisons pulmonaires ou cardiaques en rapport avec le Covid-19. Les personnes ayant été malades devraient idéalement subir un examen fonctionnel pulmonaire complet après le délai des 3 mois suivant la fin de l'infection. Pour les personnes ayant été atteintes par le Covid-19, attendre une période de 1 à 3 mois avant la reprise de la plongée, c'est long, mais il en va de votre santé, et de celle des autres, selon que nous ayons ou non présenté des symptômes. Elles devront idéalement faire l'objet d'examens plus poussés notamment en ce qui concerne leur capacité pulmonaire. Les plongeurs n'ayant pas été contaminés devraient également attendre un certain laps de temps avant de replonger, car ils n'auront pas développé d'immunité, et pourront donc être contaminés par d'autres. En France, voici la position de la Commission médicale et de prévention de la FFESSM, présidente DR, Anne Hanck. Si vous avez présenté des symptômes, comme de la fièvre, ressentie ou réelle, une toux, une douleur dans la poitrine, associée ou non à de la toux, des difficultés respiratoires, une altération du goût et barre-oblique ou des odeurs, attention à ne pas reprendre la plongée trop tôt. Le Covid-19 donne le plus souvent une infection spécifique du poumon, avec parfois très peu voire pas du tout de gêne, ou de manifestations ressenties. Il peut aussi toucher le cœur. Il y a un risque de séquelles qui peuvent être, dans certains cas, peu invalidantes dans la vie de tous les jours, mais qui peuvent avoir un retentissement fonctionnel et être à risque accru d'accidents de sport et de plongée, accidents cardiaques et barre-obliques ou respiratoires potentiellement graves, notamment. Nous vous conseillons fortement d'attendre 3 mois après la fin de vos signes, avant la reprise de vos activités de plongée, et de consulter votre médecin de plongée avant de rechausser vos palmes. La qualité des actes prodigués et leur précocité augmentent grandement les chances d'absence de séquelles à l'issue du traitement. Elle est identique pour toute suspicion d'accident grave de plongée, AD, SP. De manière générale, vous devez agir conformément à votre formation en secourisme, RIFAP, CAF100, PSC1, C1, l'aspirine et N, secours, c'est comme Capri, c'est fini. L'aspirine ne fait plus partie de la procédure de secours, en plongée. En adoptant cette position en France, nous rejoignons, enfin, la procédure suivie dans le monde entier. D'une part, sur le plan réglementaire, l'aspirine est un médicament qui ne bénéficie d'aucune dérogation pour pouvoir être administré, ni même proposé en secours, contrairement à l'oxygène. D'autre part, sur le plan médical, il existe d'autres antiagrégants plaquettaires. Il faut donc laisser les équipes médicales adopter leur propre protocole au cas. Avoir pris de l'aspirine peut alors constituer une gêne. Ainsi, dans sa résolution 20-0035 du CDN, de février 2020, la FFESSM a retiré l'aspirine de ses référentiels de secourisme. Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours. Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour, et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquets, et des plongeurs autonomes. Il précise notamment les modalités d'alerte en cas d'accident, les coordonnées des services de secours, et les procédures d'urgence à appliquer en surface à la victime. Signes neurologiques, prostration, fourmillement, paralysie, troubles de la vision, troubles de la parole, etc. Nausées, vomissements, décision DE, déclencher les secours selon les signes observés, inconscience, douleur importante, thorax, bras, certitude d'un mal de mer, difficulté à respirer, troubles de l'équilibre, fatigue importante, déclenchement DE, l'alerte, secours, premier secours, voire votre formation en secourisme, RIFAP, CAF100, etc. Non-oui mise en observation, appel de crosse, conformément à l'article R742 du Code de la sécurité intérieure. Oxygène 2, administrer de l'oxygène à 100%, débit 15 L /min en inhalation ou en insufflation, si la ventilation est insuffisante, afin de maintenir en vie les tissus peu ou mal irrigués, en particulier les cellules nerveuses, très sensibles à un manque d'oxygène. De plus, cela facilite l'élimination de l'azote en excès.
Si la victime ne ventile pas et ne circule pas, alternez compression thoracique et insufflation, conformément à la formation suivie en secourisme. Il est essentiel de ne jamais interrompre l'administration d'oxygène. Amélioration passagère, n'en tenir aucun compte, l'évolution d'un accident de plongée n'est pas linéaire. À certains moments, l'accidenté peut se sentir mieux et croire que tout est passé, particulièrement lors des premières minutes de respiration d'oxygène. Interrompre la procédure est alors une erreur grave, lourde de conséquences. Un ensemble d'oxygénothérapie, norme barre d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, une prise en charge adaptée de la situation jusqu'à l'arrivée des secours médicaux avec manodétendeur, débilitre et tuyaux de raccordement au bavure ou au masque à haute concentration. Le matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement entretenu. La pandémie provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2 rend nécessaire des mesures spécifiques. Le A. Secouriste devrait porter un masque FFP2, des lunettes de protection et des gants à usage unique. Le déséquipement de l'accidenté, devrait être réalisé par des personnes différentes de celles qui donnent les soins. Oxygène, le masque à haute concentration, MHC, devrait être à usage unique, manipulé avec des gants à usage unique. Disposer un masque chirurgical sur le MHC permettrait sans doute d'éviter l'aérolisation éventuelle de virus. La question d'une formation /information spécifique à l'usage d'un masque, règles à respecter, procédures à employer, peut se poser. Que les établissements d'APS doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident, son contenu est laissé libre. Pensez également à l'éventuelle trousse de secours liée à l'armement de l'embarcation et à sa catégorie de navigation. 6. Hydrater. 3. Corriger la déshydratation. En cas d'accident, le plongeur doit être encouragé à boire de 0,3 à 0,5 litres d'eau par heure d'immersion, en procédant par petites prises régulières. 1. Sauf dans 3 circonstances, plongeur peu collaborant, risque d'inhalation, nausées / vomissement, suspicion de lésion du tube digestif. Déshydratation et plongée, durée d'immersion en immersion, un volume sanguin pouvant atteindre 0,7 L, est déplacé vers l'abdomen et le thorax, veines abdominales, circulation pulmonaire, cavité cardiaque. Ces pertes se cumulent partiellement avec les plongées successives, car la reconstitution à terre des volumes plasmatiques et interstitiels est beaucoup plus lente que leur diminution au cours de l'immersion. Le froid peut augmenter modestement cette durée. Dans une troisième phase, de retour en surface et après être sorti de l'eau, le plongeur retrouve les conditions terrestres, les veines et les capillaires se rouvrent soudainement, et le volume sanguin remplit moins bien les vaisseaux. Cette hypovolémie, volume sanguin insuffisant, peut limiter la perfusion sanguine dans certains tissus, et ainsi gêner l'élimination de l'azote, et augmenter les risques d'accident de désaturation. La reconstitution des volumes de liquide tissulaire, qui, passés dans le sang, ont été éliminés par les reins, est lente. La déshydratation, même légère, est un facteur augmentant les risques d'AD, ou aggravant leurs conséquences, par l'augmentation de viscosité sanguine qu'elle provoque. Information coronavirus, Covid-19 en dehors. Même d'un accident, toute plongée provoquant une déshydratation, les plongeurs sont encouragés à boire de l'eau régulièrement. L'épisode sanitaire du coronavirus conduit à préconiser l'utilisation des bouteilles /gourdes personnelles. La pub verte 4 selon les circonstances, débarrasser la victime de sa combinaison, l'asseoir ou l'allonger, la réchauffer, couverture de survie, et / la mettre à l'ombre, la surveiller, lui parler, la rassurer, prendre régulièrement son pouls, et noter les évolutions, lèvres violacées, à froid, fourmillement du côté droit, bras et jambes, surveiller 5, évacuer, remplir une fiche d'évacuation. L'aspirine est un médicament qui ne bénéficie d'aucune dérogation, contrairement à l'oxygène, pour être donné en secours, et ne fait plus partie de la procédure au secours en cas d'accident de plongée. Avec la fiche d'évacuation, transmettre l'ordinateur du plongeur accidenté ou d'accident grave dans les 48 heures qui suivent l'accident, faire une déclaration d'accident ou d'incident grave auprès de la préfecture.
En pratique, cette déclaration s'effectue auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale, DDCS, du siège de l'établissement. La notion d'accident grave s'étend à tous les accidents présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé du pratiquant, accidents mortels, accidents comportant des risques de suite mortels, accidents dont les séquelles peuvent laisser craindre une invalidité totale ou partielle. 322.6, le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu ou celles à laquelle la situation est apparue. Exploitant d'un établissement, tout établissement d'APS, associatif ou commercial, est tenu d'informer le préfet de tout accident grave, de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Autres déclarations, auprès de l'assureur de la victime, auprès de l'organisme d'appartenance, FFESSM, de la victime si celui-ci procède à une enquête annuelle sur les accidents.